Salut! Aujourd'hui, on va parler représentation. Ce que c'est, pourquoi c'est si important et à quel point il est urgent de l'améliorer. Je tiens à préciser avant de commencer que je ne vais parler que de la représentation des personnes noires afin de ne parler que de ce que je connais. Tout d'abord, on va essayer de définir ce qu'est la représentation. Selon le site de la BBC, la représentation, c'est la manière dont les médias présentent les genres, les âges, les ethnicités, les identités nationales et régionales, les problèmes sociaux et les événements à une audience. Les médias ont le pouvoir de façonner la connaissance et la compréhension de leur audience à propos de ces sujets. Pour moi, la représentation, c'est le fait de savoir si un certain groupe de personnes est représenté ou pas dans la culture et les médias, et si elles sont représentées, comment elles le sont. Mais je suis à peu près sûre que certaines personnes ont un avis bien différent du mien à ce sujet. Quand j'entends représentation, déjà je me dis réalité, je me dis impartialité. Pourquoi ? Parce que je préfère le terme de représentation au terme de diversité. Pour moi, diversité, c'est une espèce de grande poubelle où on met tout ce qui n'est pas blanc, quinquagénaire, bien portant. Donc déjà, quand on parle de représentation, on parle vraiment de la représentation du monde dans sa globalité, donc c'est un terme qui me parle. Et quand j'entends représentation, malheureusement, je pense souvent au manque de représentation. Que signifie le mot représentation pour moi ? Représentation, c'est visibilité, c'est rendre visible ce qui ne l'est pas. C'est mettre en lumière des choses qui ne sont pas assez valorisées, surtout dans une société à une ère où tous les moyens sont mis à disposition pour se faire entendre, pour se faire voir et pour faire entendre ce qu'on a à dire et le message qu'on a à faire passer. Donc pour moi, c'est un petit peu tout ce que j'englobe dans ce terme-là. Alors la représentation, pour moi, ce que ça veut dire, pour moi, de manière assez générique, ça voudrait dire que c'est l'image ou la projection qu'on se fait de quelque chose dont on a une idée. Alors, pour moi, la projection, enfin, en tout cas, la représentation, elle est peut-être à deux niveaux. Elle est à un niveau, on va dire, sociétal, c'est-à-dire que la société a estimé qu'il y a des choses qu'elle représente et qui sont de manière unanimement, qui sont unanimes, en fait. Donc, on est à peu près tous d'accord. Je prends un exemple simple, je prends un exemple qui me concerne. En gros, la société a décidé qu'une femme en surpoids, c'est une femme qui ne fait pas de sport. Et ça, par exemple, en termes de représentation, ça veut dire simplement que les gens gros ne font pas de sport. Ça, c'est une représentation pour moi, d'accord ? Donc, il y a la société qui, pour moi, la représentation, elle est d'une partie plutôt faite par la société, puis il y a aussi les représentations personnelles. Donc, pour moi, la représentation est à deux niveaux. Pourquoi je parle de représentation personnelle ? Parce que, comme je dis, si la société a déterminé qu'il y avait des choses qui étaient unanimes en termes de représentation, il y a aussi ce que nous décidons qui va être la représentation pour nous. Par exemple, moi, en tant que Martiniquaise, née en Martinique, ayant une culture caribéenne, forcément ma représentation d'une femme qui va whiner sur un homme en soirée ne sera pas la même qu'une jeune femme qui est née, par exemple, je ne sais pas, à Montrouge, là où j'habite en ce moment. Voilà. Donc il y a la représentation aussi qui est plutôt personnelle, qui est liée en fait à notre environnement, à notre culture, et puis à ce que nous sommes. Moi, par exemple, je suis une personne athée. Quand on me parle de Dieu, comment je me représente Dieu, je me représente un homme blanc, tu vois. Donc voilà. Alors que c'est peut-être pas unanime. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se représentent pas Dieu comme un homme blanc, tu vois. Alors que je pense que de manière assez unanime, on considère qu'une femme grosse, et ça c'est plutôt de la société, une femme grosse ne fait pas de sport. Voilà, c'est à peu près les deux. C'est comme ça que la représentation, je la conçois en fait, à mon niveau. En fait, ce mot, pour moi, on l'entend beaucoup, je trouve, et en fait, je n'ai pas très bien encore identifié ce qu'on met derrière ce mot. La représentation, c'est pouvoir projeter sur des personnes qui existent et qui nous ressembleraient. Donc pouvoir se projeter sur ces personnes-là. Alors est-ce que c'est une question d'avoir un modèle, des modèles et si oui, quel type de modèle ? Voilà, la représentation pour moi c'est un mot très large, un peu fourre-tout. Et voilà, et en France, effectivement, il n'y a pas forcément de débat concret sur cette question. Pour moi, ça m'évoque, c'est un rapport à soi. C'est-à-dire, voilà, comment on se construit
Et ce qui revient beaucoup, c'est vrai, en tout cas parmi les afros et les afrodescendants et puis les personnes non blanches en général, c'est cette question de voilà, quand j'étais petit, je ne me retrouvais pas. Quand j'étais petit, je ne me reconnaissais pas. Si on me dit représentation, je pense à manque. Ce mot-là, il représente énormément pour moi parce que c'est un peu aussi ce qui m'a fait en grandissant. Disons qu'avec la mode, j'ai été très vite exposé, disons, et on me donnait pas forcément la chance de choisir ma représentation. Donc du coup, ça m'a un petit peu influencé dans même l'image que j'avais de moi-même en fait. Et il m'en a manqué énormément de bonnes représentations, tu vois. Et en grandissant, j'ai voulu changer ça. Mais je trouve que c'est aussi important. Enfin, disons que c'est... Ouais, un autre mot, c'est important aussi. La représentation, pour moi, c'est d'abord un enjeu politique. Je pense que déjà, à travers mon expérience en tant que femme noire en France, j'ai été confrontée dans le sens où on grandit face à une représentation où il n'existe pas. Une représentation qui est donc biaisée, excluante, et où lorsqu'on demande comment ça se fait qu'on n'est pas inclus, on nous dit « mais non, c'est dans ta tête, tu exagères, tu devrais te sentir représenté dans tous les cas ». Et en fait, souvent, dans tous les cas, c'est dans le cas de personnages blancs, principalement masculins. Donc, ouais, pour moi, c'est déjà, a priori, c'est un enjeu politique dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une démarche à faire qui est donc une réappropriation de la narration. Comment moi, en tant que femme noire, afro-péenne, je peux contribuer à ce que mon corps n'est pas raconté ni attribué à un imaginaire colonial, mais bien à un imaginaire actuel, moderne, qui me correspond et où je peux trouver ma voix en général. Pour moi, la représentation, c'est le fait de se sentir représenté, c'est dit un peu simplement, mais c'est le fait de pouvoir avoir son reflet, en fait, le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on représente dans les médias, dans la littérature, dans l'art. C'est vraiment pour moi le fait d'avoir une espèce de miroir dans la société. Pour moi, c'est ça la représentation. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce à quoi votre enfance aurait ressemblé si vous n'aviez pas eu de livres, de films, de séries, d'histoires en fait, représentant des héros qui vous ressemblent, vous donnant envie de vous plonger dans des aventures et de devenir des super-héros ou d'avoir des métiers passionnants? C'est en gros l'enfance qu'ont eu la plupart des personnes non blanches. Alors j'ai commencé à ressentir un manque de représentation, déjà je pense à l'école. En fait ce qui est assez amusant c'est que j'ai commencé à écrire avant même d'être intéressée par la lecture. J'ai commencé à aimer lire très tard en fait, à la fin du lycée. Donc déjà très jeune, quand je regardais un peu les BD ou Tom Tom et Nana et autres, je ne me voyais pas. Je cherchais des princesses Disney qui me ressemblaient. Il n'y avait pas de princesse noire à l'époque, rappelons-le. Du coup voilà, très jeune, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas de personnages comme moi, que je devais m'identifier souvent à des personnages aux personnages les plus foncés. Et donc dans le cas de Disney, c'était plus Pocahontas quoi, à l'époque. Quand est-ce que j'ai senti le manque de représentation? Je pense que quand on est une femme noire racisée, le manque de représentation, on le sent très vite et un peu toute sa vie quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup et déjà à l'époque, je comprenais bien que j'étais pas représentée. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis née un petit peu, je suis née en province, dans une petite ville, et dès lors où on voyait un noir à la télé, Will Smith, Isaac de Bancolé, c'était un noir, et donc du coup, on sentait bien très vite que on était dans la rareté du phénomène. Donc je pense que quand on est une femme ou un homme noir en France, ce manque de représentation, on le sent très très vite. Et c'est en ça que la représentation est vraiment capitale et importante dès les premières étapes du développement de quelqu'un. Ça aide en fait à se construire, à connaître sa place dans le monde, à développer son ambition, à rêver et à s'imaginer en fait une vie idéale, la vie qu'on pourrait avoir, la vie qu'on aurait aimé avoir et se permettre de rêver en fait tout simplement. Et en représentant
mâles ou pas les enfants non blancs, on leur prive de ses rêves et de ses ambitions. C'est ce qu'a montré une étude sur la représentation dans la littérature jeunesse menée en 2015. Cette étude démontre que si 73,13% des livres pour enfants ont des protagonistes blancs, ce n'est pas forcément le cas des enfants noirs, asiatiques, latinos et amérindiens. Ils sont moins représentés dans les livres pour jeunesse que des animaux parlants ou des objets parlants. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui écrit un livre pour enfants, il va penser plus naturellement faire parler un train ou un lapin avant un enfant noir ou asiatique, par exemple. Ce manque de représentation a des conséquences non négligeables en fait sur la perception qu'a un enfant du monde et de soi. Parce qu'à force de se voir très peu, voire pas représenté, on peut penser qu'on n'est pas voulu au sein de notre société ou qu'on vit en marge et qu'on n'est pas dans la norme. Et le fait de se voir mal représenté, c'est-à-dire dans des stéréotypes où notre image est constamment associée à des stéréotypes négatifs, ça peut amener à une dépréciation de l'image de soi. Et ce, à un très, très jeune âge. Well, show me the ugly child. And why is she the ugly child? Because she's black. Show me the good-looking child. And why is she the good-looking child? Because she likes skinny. Et enfin, la représentation est importante parce qu'elle montre les dynamiques de pouvoir au sein d'une société. Dans une société où les personnes blanches sont les mieux représentées et où elles se chargent de raconter les histoires des personnes non blanches, en les réduisant la plupart du temps à des stéréotypes quand elles ne les invisibilisent pas totalement, on se rend vite compte que ceux qui racontent l'histoire sont ceux qui sont en position de force. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. Le problème avec la représentation des personnes noires dans les médias aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, c'est qu'on nous propose deux choix. Être mal représenté ou ne pas être représenté du tout. Non, je pense que les personnes non blanches sont pas forcément très bien représentées dans la culture des médias. Elles sont même pas représentées. Du coup, on pourrait discuter si elles y étaient, tu vois. Mais je pense qu'elles y sont pas assez pour qu'on puisse discuter énormément de ça. Et quand elles le sont archi mal. Donc, dans le cadre de la mode, est-ce qu'il y a besoin vraiment de vous donner des exemples? À côté de ça, on n'en voit pas forcément, il en manque des personnes noires, des personnes arabes, des personnes dans la mode par exemple. Il y a très peu de mannequins maghrébins ou maghrébines quand on regarde bien et on peut faire ça dans tout quoi. Non, je pense qu'il y a un vrai problème en fait au niveau de la représentation, notamment en France. En tant que femme afro, on se rend compte qu'il y a un souci, par exemple au niveau médiatique. Ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des chiffres qui le prouvent. Le CSA a récemment sorti une étude et il montrait que justement, en France, il y a un problème de représentation des minorités, que ce soit les afros, les maghrébins, les asiatiques. Lorsqu'on regarde la télévision actuellement, il n'y a pas de représentation. Et si les chiffres ont augmenté, justement, c'est parce qu'il y a de plus en plus de séries ou d'émissions américaines qui, eux, valorisent un peu plus ces communautés. Donc c'est grâce à ça que les chiffres sont peut-être des fois un peu meilleurs. Mais ce n'est en aucun cas par rapport au travail qui peut être fait en France. Et je pense que c'est un vrai problème parce que aujourd'hui, la manière, justement la représentation dans les médias ou dans les magazines, etc., elle n'est pas représentative du pourcentage de ces populations qui sont présentes en France. Donc non, je pense qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème quand on grandit. Moi, ma chance entre guillemets, c'est que j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née à Marseille, mais avec mes parents, on a été s'installer en Guadeloupe quand j'étais petite. Le fait de grandir dans le bassin caribéen, on est proche des États-Unis et du coup on captait des chaînes telles que BET, toutes les chaînes américaines où on pouvait avoir justement pas mal d'Afro-Américains. Donc moi j'ai grandi avec cette représentation-là, mais c'est biaisé parce que je suis pas américaine. Tu vois, ma nationalité elle est française et je suis très fière d'être française, mais fière d'être française en disant justement, moi en étant française, en ressemblant à ce à quoi je ressemble aujourd'hui, est-ce que vous me proposez
ça ne me ressemble pas, ça ne me correspond pas. Il n'y a pas de personnes comme moi. Et c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui ne se reconnaît pas en fait dans ce qu'on lui propose et qui, je pense, a clairement envie qu'on lui propose autre chose. Est-ce que les personnes de couleur ou les personnes racisées sont bien représentées dans les médias? Non, bien sûr que non. Parce que j'ai encore vu une étude statistique, je crois que c'était il y a quelques jours, qui disait que dans les médias, 80% des personnes présentes, aussi bien dans les films, les séries, etc., je parle du cas de la France, c'était des blancs. Donc en gros, les personnes non blanches représentent à peine 20-15%. Et c'est clair que quand on n'est pas visible, quand on n'est pas représenté, bon, à un moment donné, on zappe. C'est pour ça que personnellement, en ce qui concerne les médias ou la culture, s'il faut prendre un outil commun comme la télévision, je ne regarde plus la télé parce que je ne me reconnais pas dans ce qui passe à la télé. Ou alors je vais chercher à regarder des chaînes spécifiques et même là, la qualité de ce qui m'est proposé, même dans le travail de représentation, n'est pas assez qualitatif pour me faire rester. Donc ouais, non, on n'est pas visible du tout. Est-ce que je pense qu'on est suffisamment représenté dans les médias, dans la presse et dans les livres? La réponse est bien évidemment non. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est le CSA qui a sorti l'étude, hier ou avant-hier. Libération l'a repris. Il y a des militants comme Sia Masbag aussi qui l'ont repris et qui l'ont étudié, et qui est très clair. Je crois que 80% des personnes qui sont représentées dans nos écrans sont blancs. Je pense qu'en France, il y a environ, même c'est parce qu'on n'a pas le droit de compter bien évidemment, hein, mais on dénombre environ, je crois, 12 millions de personnes afrodescendantes en France sur un peu plus de 60 millions de Français. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et ce qui veut quand même dire que le ratio de la réalité n'est pas du tout proportionnel à ce qu'on voit en termes de représentation dans les médias. Donc non, clairement, on n'est pas assez représenté. C'est pour ça que Neiba, elle existe. C'est pour ça que il y a d'autres artistes qui se battent tous les jours, comme Laurent Safou et tant d'autres, pour faire en sorte que cette réalité-là change. Cette étude du CSA montre plusieurs choses. La plus importante étant que aujourd'hui, à la télé, les personnes non blanches sont représentées à hauteur de 16%. Et ce chiffre est dû en grande partie à la diffusion de programmes américains à la télé. C'est-à-dire que si on ne diffusait que des programmes français à la télé, j'ose même pas imaginer ce que ce chiffre serait en fait. Et encore une fois, le problème n'est pas seulement dans le fait d'être représenté, c'est comment on est représenté. En général, les personnes non blanches sont le plus souvent représentées dans des rôles assimilés comme négatifs. Et la plupart du temps, quand on leur assigne une profession, c'est une profession illégale. Donc en gros, soit on ne voit pas les noirs, soit c'est des gangsters. 2018. Donc, comme on l'a vu, la représentation dans les médias est un outil puissant car elle participe à façonner l'image que l'on se fait d'autres groupes de personnes. Une mauvaise représentation peut donner lieu à des stéréotypes négatifs qui peuvent eux-mêmes provoquer de la discrimination, voire même de la violence envers les personnes mal représentées. À chaque fois que les médias sont incapables de représenter les hommes noirs autrement que comme des délinquants violents et qu'ils sont donc agressés, voire tués sans sommation dans la vraie vie, à chaque fois que les médias effacent les enfants noirs de leurs récits ou les enferment dans leurs stéréotypes et qu'ils sont privés de rêves d'avenir glorieux ou d'aventures fantastiques, contrairement aux enfants blancs. À chaque fois que les médias sont incapables de dépeindre le continent africain autrement qu'un vaste jardin peuplé de gens illettrés qu'il faut éduquer et sauver. Est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria ? Je vois, mais c'est précisément parce que ça vous fait réagir comme ça que je pose la question, parce que cette question-là va amener la suivante. Si vous parliez des histoires uniques, et précisément, quand on parle du Nigeria, pardon, mais en France, on parle très peu, sûrement pas assez, d'un pays comme le Nigeria. Quand on parle du Nigeria, on parle de Boko Haram. Quand on parle du Nigeria, on parle de problèmes de violence, des problèmes de sécurité. Je voudrais profiter de votre présence pour que vous nous parliez du Nigeria, peut-être autrement, dans la façon dont on ne le connaît pas. D'où cette question. Est-ce qu'il y a des librairies dans votre pays? Bien entendu, je suppose que oui. Mais est-ce qu'on lit au Nigeria? Je pourrais poser la question de la même façon en France. Est-ce qu'on lit en France? Aujourd'hui, on répond de moins en moins. Chimamanda. You know, I think it's...
Je pense que cela reflète assez mal sur les Français que vous ayez à me poser une telle question. Je suis vraiment honnête avec vous. Cela donne une mauvaise image des Français. À chaque fois que les médias sont incapables de représenter les femmes noires autrement que comme des femmes vénales, fausses, violentes, vulgaires, hypersexuelles et incultes, la représentation des personnes noires est un échec. Eh bien, il y a pas mal de boulot à faire, que ce soit au niveau créatif ou au niveau psychologique. Parce que le problème avec l'absence de ou la mauvaise représentation, c'est qu'elle est intériorisée. À force de ne pas se voir, on finit par penser qu'on ne mérite pas d'être vu. Et ça finit par affecter notre vision du monde ainsi que notre processus créatif. Tu me poses la question de savoir si écrire en imaginant un personnage noir a été naturel. Oui. Eh bien, figure-toi que non. C'est-à-dire que au début, je me suis dit effectivement, je vais écrire, etc. autour d'un personnage noir. Mais avant de me mettre à l'écriture de romans jeunesse, j'ai fait quelques ateliers d'écriture pour pouvoir me refamiliariser avec l'écriture et puis me conforter dans ce nouveau choix de carrière. Et c'était assez fou. Moi, les 2 premiers écrits, je crois en tout cas le premier écrit que j'ai fait, c'était autour d'une femme policière et je me suis dit, cette femme, elle peut pas être noire. C'est-à-dire que comme je vois pas de femme policière quand j'allume ma télé ou quand je lis mes romans policiers, parce que j'aime beaucoup les romans policiers, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer une femme noire policière. D'ailleurs, je crois que du coup, elle n'était pas noire. Et je me suis dit, c'est quand même grave à quel point finalement, moi-même en tant que femme noire, je peux être vraiment conditionnée à ne pas imaginer une héroïne noire naturellement. Même pour moi-même me représenter, en fait, il a fallu déjà un cheminement. Parce qu'il y a un travail dans lequel justement je parle de l'hypersexualisation que je peux vivre, je parle de justement le rapport que je peux avoir à moi-même pour dénoncer aussi la manière dont à un certain moment moi je me suis vu. C'est un des seuls boulots où tu vois un homme torse nu, tu sais, sur un fond rouge, enfin c'est assez parlant disons, et la manière de moi-même me représenter, elle est archi importante. Et je trouve que c'est assez dur un peu, tu vois, de dire ce que t'es, de dire comment tu te représentes aujourd'hui, maintenant. Et du coup, on voit des lacunes. Quand on regarde bien dans mon travail, on regarde bien les peintures, on regarde bien les choix que je fais, on peut voir les lacunes que je peux avoir avec la manière dont j'aborde les corps, avec la manière dont j'aborde mon propre corps, avec la manière dont j'aborde tout simplement les personnages. Même pour... par exemple, il n'y a pas de tétons, tu vois, il y a plein de mes personnages qui n'ont jamais de tétons, tu vois. C'est des choses qui peuvent être inconscientes parfois, c'est des choses qui peuvent être aussi conscientes, mais dans tous les cas, je trouve que c'est révélateur aussi de tout simplement ce qui moi me pose problème ou ce qui pose problème tout court. Donc voilà, c'est un truc où je me cache pas forcément. Disons qu'il y a des choses qui sont problématiques, je pense pour moi-même, dont je me rends compte dans la peinture, il y a des choses dont les gens peuvent se rendre compte sur ma personne, sur la manière dont je suis, et je peux pas me cacher en fait. C'est donc un travail d'adaptation et de réhabilitation qu'il faut faire et qui est nécessaire, puisque comme d'habitude, il va falloir qu'on se prenne en main nous-mêmes et qu'on crée les médias et les œuvres qui échouent tant à nous représenter convenablement. Pour expliquer un peu, donc je suis arrivée au Brésil, je suis partie toute seule. Je venais de terminer mes études, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, je voulais pas travailler tout de suite. J'avais mis un peu d'argent de côté, donc je me suis payé un billet pour partir. Sauf qu'arrivé sur place, j'avais plus de thunes. Du coup, je pouvais faire que des choses à moindre frais possible. Donc je lisais beaucoup. Je faisais beaucoup de musées. Et au Brésil, tu as le musée des Afro-Brésiliens, qui est dédié à la culture afro-brésilienne, etc. Donc à l'histoire des Africains qui sont arrivés au Brésil. Magnifique musée, donc tu vois, j'y allais souvent, je lisais beaucoup, j'apprenais le portugais, donc c'était un peu un séjour assez studieux malgré moi, on va dire. Et du coup, je passais mes nuits à lire sur internet, à lire des articles et tout, et c'est là où je tombe un peu par hasard sur l'histoire d'une reine africaine. Et je sais pas pourquoi ça me fait tilt, je me dis mais je savais pas qu'il y avait eu des reines en fait en Afrique, tu vois. Et c'est con, mais je ne pensais pas en fait. Parce que on n'en avait jamais parlé, tu vois. Et en fait, j'ouvre une page, j'ai 1000 pages qui s'ouvrent sur mon ordinateur. Et en fait, je commence à lire des histoires de femmes qui avaient fait des choses assez remarquables en Afrique pendant la période
précoloniale, mais aussi pendant la période coloniale et la période post-coloniale. Et tu vois, toutes ces femmes noires qui ont fait des choses extraordinaires. Et j'étais là, mais c'est ouf, quoi. Et ça, tu l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends pas à l'école. Et je me suis dit, mais c'est problématique. Et justement, avec toutes ces questions que je me posais, qu'est-ce que ça veut dire être une femme noire à ce moment-là? Je dis, mais le fait peut-être de grandir en ayant connaissance de cette histoire-là, ben, tu te poses peut-être un peu moins de questions et tu prends peut-être un peu plus confiance en toi et tu as des choses auxquelles tu fais auxquelles tu fais face, mais de manière plus sereine, tu vois. Moi, le fait d'avoir... mes parents sont ma mère est centrafricaine, mon père est ivoirien. On a grandi en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, c'est un pays où tu as quand même des problématiques par rapport pas par rapport à la représentation, mais par rapport à la place aussi de... où tu as des problématiques par rapport à la place des étrangers, tu vois, même comment sont vus les Africains, ce rapport entre les Antilles et l'Afrique. Et j'ai malheureusement vécu pas mal de racisme, tu vois, quand j'étais petite, parce que soi-disant j'étais trop foncée de peau, parce que quand t'es en cours et que t'as un cours sur l'Afrique et t'as la petite fille noire, déshydratée et tout, on te dit « Ah mais c'est ta sœur », tu vois, des trucs comme ça. Et aussi parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir partir en séjour linguistique à l'étranger, petite, et me retrouver à chaque fois être la seule noire et d'avoir des réflexions du genre ah mais je te touche pas, t'as les mains sales, tu vois. Donc t'as tous ces trucs où tu grandis et tu te dis mais peut-être que si petite on m'avait présenté ces modèles là, ben toutes ces situations, tu vois, qui peuvent être marquantes et traumatisantes pour un enfant, ben tu les vis peut-être différemment parce que tu sais d'où tu viens, tu sais ce que t'es, tu sais ce que ça veut dire qu'être une femme noire, et qu'être une femme noire c'est pas que cette espèce d'exotisme qu'on peut avoir, c'est pas que cette histoire que tu portes comme un fardeau de l'esclavage, etc. C'est aussi autre chose. Et je parle beaucoup, mais et donc du coup, je découvre toutes ces histoires et là je me dis mais j'ai envie de faire un livre. Et de manière un peu folle parce que j'ai toujours écrit, mais de manière très secrète, entre guillemets. Tu vois, j'écrivais pour moi, j'ai toujours écrit des poèmes, mais tu vois, je les faisais pas forcément lire. Et là, j'ai un côté un peu têtu aussi, mais tu vois, j'ai fini mon séjour en disant à ma propriétaire chez qui je vivais, je lui disais, ouais, je rentre en France, j'écris un livre. Et tu sais, elle me regarde, genre, t'es complètement taré, enfin. J'avais 23 ans, qu'est-ce qu'elle raconte? Et du coup, je suis arrivée avec ce truc en tête en me disant, ouais, je veux écrire un livre, et je veux écrire un beau livre en plus. Je voulais qu'il y ait de la photo, je voulais que les femmes puissent se voir, je voulais montrer un peu de la diversité. Et ouais, je suis revenue en France avec ce truc en tête en me disant, je vais écrire un bouquin, ça s'appelle Reine des temps modernes, et dedans, je vais faire revivre 10 héroïnes africaines afro-caribéennes qui ont marqué l'histoire. Alors l'idée du livre Cognon de Papillon Noir, en fait c'est fait petit à petit. Mon éditrice avait trouvé mon article où je parlais de la littérature jeunesse et du manque de représentation en fait dans cette littérature. Et c'était l'un des rares articles à l'époque qu'elle avait trouvé sur le sujet. Du coup on s'est rencontrés et elle m'a parlé de cette citation de Toni Morrison comme 1 million de papillons noirs qui permet de comparer des papillons noirs aux cheveux dans son roman Délivrance. Et voilà, elle m'a proposé est-ce que ça te dirait de travailler à partir de cette citation sur une librairie de livres et ta carte blanche. Et c'était un peu comme si on venait avec un gros gâteau et qu'on disait est-ce que tu le veux, tu vois. Donc c'était un peu... Ouais, j'étais super inspirée. Du coup, très vite, je me suis inspirée déjà de ma propre expérience en tant que petite fille noire, qui est l'expérience de beaucoup de femmes noires en fait, en général, sur le harcèlement que j'avais subi en primaire, et aussi au collège par rapport au fait d'être une petite fille noire, par rapport à mes cheveux, et aussi surtout à un souvenir où je suis rentrée chez moi suite à des moqueries que j'avais eues sur mes cheveux, et j'avais demandé à ma mère de défaire mes nattes. Et ma mère m'avait dit non, parce que déjà elle devinait que c'était pas de moi que ça venait, et surtout elle m'a fait comprendre que c'était mes cheveux, que ça faisait partie de moi et que ça faisait partie de ma beauté, et que c'est pas que le regard d'autrui ne définissait pas qui j'étais en fait. Du coup voilà, c'est vraiment cette estime de soi et cette idée
de beauté diverses en fait que j'ai voulu mettre dans l'histoire d'AD. Et c'est comme ça que le personnage m'est venu, en sachant que quand on parle de thèmes comme celui-ci, les gens ont tendance à un peu arrondir les angles. Et c'était pas mon but dans ce livre-là. L'idée de Monroe qui a vu le jour, je crois que au fond j'avais toujours un peu dans ma tête envie de parler à des gens. J'ai toujours dit que j'ai toujours voulu faire de la radio en fait. J'ai toujours dit comme je disais tout à l'heure, la radio c'est vraiment, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup de podcasts, donc ça fait vraiment partie en fait de mon mode de vie en fait, d'écouter les gens parler, et je crois que j'aime bien m'entendre parler, je crois que les gens aiment bien m'écouter parler aussi. Donc du coup, on va dire que c'était peut-être un peu au fond de moi cette envie de peut-être immortaliser toutes les discussions que j'avais avec mes amis, mes parents, toutes les discussions que j'avais, et aussi c'était une phase, le podcast aussi, en plus d'immortaliser une discussion que j'ai peut-être déjà eue avant avec mes amis, ma famille, c'est aussi une façon d'aller plus loin en fait. Parce que le seul fait même de mettre la chose dans un écrin pour la proposer à quelqu'un d'autre, ça nécessite en fait une forme de rigueur, donc de la préparation, en termes de contenu, ça demande aussi de développer certaines compétences, comment on coupe une vidéo, enfin comment on coupe un audio, moi, des choses que je ne savais pas faire avant. Donc l'idée, elle me vient simplement de me dire, mais en fait toutes les discussions que j'ai, enfin je vais le refaire. L'idée du podcast me vient simplement en fait d'immortaliser toutes les discussions que j'avais avec Yanis, avec Joey de RAC, avec Kevin du Type, du Paris Noir, avec mes copines. C'était de dire mais tout ça, tout ce qu'on discute là maintenant avec ma mère, comment on peut le rendre accessible à quelqu'un d'autre? Et il y a peut-être des gens qui ont envie d'entendre ça aussi. Donc l'idée c'était de se dire on va juste le figer dans le temps et puis on va le proposer aux autres, on va le rendre accessible en fait. Mais comme on l'a vu, le fait d'être bien représenté est un privilège qu'il est difficile d'abandonner. Les initiatives afrocentrées sont vite accusées de communautarisme, sont mal vues, et la réaction des groupes dominants, qui ne se retrouvent pas dans ces rares œuvres, ne se fait pas attendre. Je crois qu'une fois j'étais à un stand où je sais plus, en tout cas, il y avait en tout cas dans ce salon-là, il y avait une majorité de personnes blanches et elles hésitaient à approcher même le bouquin où elles feuilletaient parce qu'elles disaient que c'était pas pour elles, parce qu'il y a un enfant noir sur la couverture. Et nous, nous on fait comment? Des remarques comme ça, oui, j'en ai eu qui m'ont empêché d'avancer. Non, parce que, enfin, clairement, comme on dit, I don't give a fuck. Mais ouais, j'en ai eu. Je sais plus, dernièrement, là, ça m'avait un peu marqué parce que dernièrement, j'ai une jeune femme qui m'envoie un message via la page Facebook. Et c'était une jeune femme blanche et qui me dit oui, je suis tombée sur votre site Reine des temps modernes et je vois que des femmes noires ou métisses. Et du coup, les Reines des temps modernes ne devraient pas être juste femmes noires ou métisses. Elles devraient être aussi autre chose. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est problématique parce que moi, quand je regarde un magazine comme Elle ou comme Grazia ou j'en sais rien, tu vois, et que je ne me rends pas représentée, moi j'envoie pas de message pour leur dire pardon, c'est bizarre mais on ne me voit pas, tu vois. Et donc je trouve que ça c'est symptomatique de notre société actuelle, c'est que quand tu as une majorité qui est représentée partout, il ne se pose pas la question de et vous, comment ça se passe pour vous? Donc oui, des difficultés, j'en rencontre, des gens qui quand je commence à leur parler du projet, vont me dire ouais, pourquoi avoir fait ce choix-là? Mais après, j'estime que toutes les personnes qui sont censées, à partir du moment où je leur explique, ils comprennent. Parce que comme j'ai dit, cette histoire de représentation, c'est pas genre nous qui pensons qu'on ne nous sommes pas représentés. Il y a des chiffres qui le prouvent, tu vois. Donc les gens les soi-disant rationnels, etc., qui se poseraient des questions, genre s'ils veulent au final avoir des preuves concrètes, tu regardes les chiffres et il y a un problème. Donc à partir du moment où il y a un problème, on fait quoi? Et ça, ce problème, il date pas d'hier. Il date, tu vois, ça fait des années que ça dure. Donc à un certain moment, t'as quoi comme solution? Tu supplies, tu continues de quémander, et après on te dit ouais, mais vous êtes vous victimisez,
toujours là à demander, etc., tu vois. Donc, ou tu prends les taureaux par les cornes, ou tu prends les taureaux par les cornes, pardon, et tu fais, tu vois, et tu fais toi-même. Donc, moi, je pense qu'à un moment, tu peux pas... Enfin, c'est une phrase que je répète souvent, c'est un peu débile, mais j'aime cette phrase, c'est « Ouais, je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois. » Donc, je suis pas venu ici pour quémander, je suis pas venu ici pour ramper. J'ai les mêmes droits que tout le monde, j'ai envie de me sentir représentée comme tout le monde, et si vous n'êtes pas capable de m'offrir cette représentation, eh ben, je vais faire le taf moi-même, tu vois. Donc, t'as des gens qui comprennent pas, mais les gens qui comprennent pas, c'est qu'ils font preuve de mauvaise foi, tout simplement. Ouais, si, je rencontre pas mal de problèmes pour signer des contrats, vu que maintenant, en fait, même les castings, j'en ai pas. Au début de l'année, quand j'ai commencé avec l'afro, j'avais eu un espèce de petit boom, tu vois. J'ai fait la campagne Béton. Il y a eu un client Célio après qui est venu, Célio qui me reprend constamment pour chaque campagne, ça c'est pas mal, tu vois. Mon afro il est pas changé, ma couleur de peau elle est pas de ouf, on va dire pas de ouf, elle est pas changée énormément, mais voilà. Donc il y a eu un petit boom comme ça, je suis aux États-Unis aussi, j'ai bossé pour une autre Matches Fashion s'appelle, enfin c'est comme un Azos mais américain, avec des combats. Et voilà, il y a eu ce petit truc là, mais après, non. Après, depuis, j'ai pas fait la Fashion Week de Londres, j'ai pas fait celle de Paris, même si j'avais fait celle de Londres l'année dernière. Disons que voilà, les agences ils comprennent aussi que au niveau de la demande, moi ça marche pas. Tu vois, je marche pas. C'est pas forcément qui. Parce que voilà, même à Londres, j'ai pris dans une bonne agence, ici aussi je donne une bonne agence, mais c'est la demande en fait. Depuis que j'ai l'afro et tout, ça a floppé. Du coup, inconsciemment, il y a une espèce de pression dans laquelle ils te disent coupe-toi les cheveux, tu vois, mec, allez, tu veux bosser, voilà, rentre dans le mood, tu vois. C'est mort. C'est archi mort. L'espèce de diversité, c'est du fake, c'est du faux. C'est faux. Je peux être dans le milieu, c'est-à-dire que je peux bosser, mais je pense que je me sentirais forcément obligé de pas me voiler la face, dans le sens où c'est faux, tu vois. Il y a une espèce de boom qui fait que ça peut marcher, parfois de prendre un mannequin noir. Il y a plein de choses qui font que même, comme je te dis, quand tu rentres dans le détail, la représentation là, c'est pas une représentation qui est bonne parce qu'en fait elle est codée. Moi par exemple je suis dark skin et forcément dans la mode, que ce soit femme, homme, il faut que tu aies le crâne rasé. Quand tu auras l'afro, quand tu auras les cheveux, énormément de cheveux, etc., il faudra forcément que tu sois clair de peau. Donc il y a des trucs où tu te rends compte, tu fais non en fait. Ouais, non. Effectivement, on a déjà eu affaire à ce genre de remarques. C'est un média communautaire, vous séparez du reste du monde. Et quand on explique en fait qu'on parle de problématiques qui sont françaises, voire internationales, parce qu'en fait, nous on parle du point de vue de là où on est, mais on peut transposer ça dans d'autres contextes occidentaux aussi, dans des contextes de diaspora en façon générale aussi. Et quand on leur dit que ce sont des problématiques françaises, il faut peut-être aller lire ce qu'on fait avant de juger. Et pourquoi on ne parle pas de ces sujets-là, ou très peu, ou d'une manière un peu problématique dans les grands médias, les médias mainstream. Là, tout d'un coup, on a plus souvent de réponses à nous donner. Et en termes de questions de représentation ou de sujets qui sont un peu touchy, il y a notamment le sujet qu'on avait fait sur le blackface il y a 2 ans de ça maintenant. On a demandé à des blancs en fait s'ils savaient ce que c'était que le blackface, si c'était le cas, est-ce qu'ils trouvaient que c'était problématique. On a vraiment eu du mal à trouver des témoignages en fait, de personnes qui veuillent bien répondre. Souvent ce qui se retrouvait comme réponse, soit on savait parce que c'était des personnes qui étaient militantes elles-mêmes, soit c'était des personnes qui disaient non mais je connaissais pas l'histoire, je vois pas le problème. Du coup on a plus parlé de comment on a cherché à faire ce sujet que du sujet lui-même. Et là on se retrouve à le ressortir encore régulièrement parce que comme on parle de ces questions-là encore aujourd'hui, ça reste éminemment actuel. On poste des choses sur la page Facebook, on mange des remarques de trolls qui ne veulent absolument rien comprendre, qui nous traitent nous d'ignorance alors qu'on le rappelle encore une fois, nous sommes journalistes donc on vérifie les faits. On peut prouver par A plus B que ce sont des faits dont on parle, pas des rumeurs, pas des on-dit. Et c'est très important de mettre le point là-dessus. On est engagé dans le fait qu'on s'attarde à des questions qui nous touchent personnellement et dans la vie de tous les jours, mais on est des journalistes, on n'est pas des militantes, c'est encore autre chose. Voilà, il faut bien séparer les deux. Et c'est marrant que quand on se permet de relever en fait ces questions-là, qu'on nous taxe de militantes parfois, c'est une insulte déjà de la part de certaines personnes, alors que pas du tout, on respecte totalement le travail des militants, mais nous on est journalistes donc c'est encore un autre focal en fait. Moi quand j'entends ce genre de remarques, en fait ça me fait rire. Ouais. Par contre là où ça me blesse, c'est quand ça vient de la part de personnes qui sont afrodescendantes. Et là du coup, c'est exactement le même discours que je tiendrai à chaque fois. C'est de dire mais en fait attention, le mot communautariste, pour qui vous l'employez en fait.
Est-ce que vous l'employez pour des personnes bourgeoises? Est-ce que vous l'employez pour des personnes qui sont des alumni de grandes écoles? Ça, c'est totalement du communautarisme. Quand on voit qui travaille dans les rédactions à des postes bien élevés et dans toute grande entreprise française, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Donc à un moment donné, posons-nous la question de qu'est-ce que c'est que d'être communautariste et de la bouche de qui elle sort et pour parler de qui. C'est ça. Eh oui, bizarrement, ce travail que les personnes noires ont dû faire tout au long de leur vie pour arriver à s'imaginer dans les mêmes aventures dans lesquelles on ne se voyait pas, ce travail, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire, visiblement. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il faut que les médias et les œuvres qui représentent des personnes non blanches, qui les mettent en avant, deviennent aussi répandus et aussi normaux que les autres. À terme, on devrait pouvoir s'extasier devant ces médias et ces œuvres que parce qu'ils sont excellents, pas parce qu'ils sont rares et qu'on les a attendus toute notre vie. Ça vaut le coup parce qu'on mérite enfin de se voir, de se rêver et de s'aimer aussi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, laisser un commentaire, voir les liens qui sont disponibles en description parce qu'ils sont très importants. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter où des fois je suis pertinente et des fois pas. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, ce qui m'aide notamment à pouvoir organiser et inviter les gens en interview pour mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!